Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Pierre Morlan, Pour en finir avec les religions, 2020. Louise Fine, Enfant au travail, Le paradoxe de la nécessité et du choix, 2020. Abdelbaki Belf Akaïh, Abdelkader Gonegaï, Bruno Péquignot Dire, Art, Individu et Société 2020. Simon-Pierre Thierry, Le regain des campagnes. Les ruraux et leurs collectivités locales, 2020. François Testard, Le non-recours au RSA chez les seniors, 2019. Jean-Paul Guichard, Du tsarisme au totalitarisme, 2019. Ndaj Djavetti, Ethnorlégation et Maorité, L'intégration pathologique d'une minorité, 2019. Gilbert Job, Pour une idéologie centriste, La qualité humaine, 2019. Raoul Nkuitchounkouatchet, Ordonnance Macron. De quoi la refonte de l'expertise CHSCT est-elle le signe, 2019. Isabelle Papieau, Des EHPAD aux Papy Boomers, 2019. Arnaud Münster, Osons l'utopie pour construire un monde meilleur, esquisse d'une autobiographie politique, 2019. Sagarsek, Machiavel et la communication politique, 2019. Jacques Aron, L'an passé à Jérusalem. Le destin d'Israël en diaspora, 2019. Manuel Diatkin, Pierre-André Taguieff, L'antiracisme en débat, 2019. Roland Hureau, Les gilets jaunes ont raison, et bien plus qu'ils croient, 2019. Robert Bibot, Kider Mesloub, Autopsie du mouvement des gilets jaunes, 2019. Dominique Thierry, La solidarité intergénérationnelle sur le terrain, 2019. Daniel Glauser, Questionnement critique des visions dépassées du monde actuel, 2019. Exergue. Aménager les continents, les mers et l'atmosphère qui nous entoure, cultiver notre jardin terrestre, distribuer à nouveau et régler les ambiances pour favoriser chaque vie individuelle de plantes, d'animal ou d'homme, prendre définitivement conscience de notre humanité solidaire, faisant corps avec la planète elle-même, embrasser du regard nos origines, notre présent, notre but rapproché, notre idéal lointain, c'est en cela que consiste le progrès. Élisée Reclus, L'homme et la terre, tome 6, chapitre 12, 1904. En nous l'homme de tous les temps, en nous tous les hommes, en nous l'animal, le végétal, le minéral, l'homme n'est pas seulement homme, il est univers. Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe, 1964. Préface, un hymne à la coopération. Quel homme ce Michel Adam? Je le connais depuis près de 40 ans. Au début des années 80, nous avions créé avec quelques autres utopistes une association de scope baptisée CEDRE, un réseau de coopération pour le développement régional. Déjà un nom d'arbre, déjà la coopération, déjà le territoire. Depuis lors, il n'a jamais posé son sac d'homme engagé, et ce livre montre qu'à l'instar de deux de ses maîtres inspirants, Edgar Morin et Claude Alfandéry, 98 ans tous les deux, verts comme des prairies, le bonhomme Adam n'est pas décidé à poser le sac et à raccrocher les gants. Au fond, il s'inspire de ces deux sources pour penser comme Edgar que si le pire est probable, le meilleur reste encore possible, et comme Claude que face aux menaces l'attitude la plus juste est de vivre et résister. Le voilà donc aux prises, plume à la main, avec l'épineuse et ancestrale question du rapport entre l'homme et la nature. Pour sourire, il était au fond normal qu'un homme qui s'appelle Adam finisse par écrire sur l'homme et la nature. Plus sérieusement, si le problème n'est pas neuf, ce qu'il est, c'est l'accélération de la détérioration de cette relation, conduisant à une situation catastrophique, mais pas désespérée, d'une nature menacée de mort par son asservissement à l'homme. L'auteur rappelle sobrement les 4 épées de Damoclès sur nos têtes. Dérèglement climatique, pollution généralisée, régression de la biodiversité, disparition progressive des ressources fossiles. Je me sens proche de l'esprit du livre sur de nombreux points,
en particulier deux. En premier, Michel Adam dresse un constat lucide et sans concession de cette détérioration, sans jamais que cela conduise à baisser les bras, comme le fait une partie de la collapsologie. Ce livre est porteur d'espérance, non de fatalisme. On retrouve chez l'auteur le volontarisme de son voisin Jean Monnet, sur lequel il a écrit un fort beau livre, répondant ainsi à la question « optimiste ou pessimiste ?» Déterminé. Michel Adam est déterminé et je partage sa détermination. On ne peut continuer à regarder le monde tel qu'il va avec un logiciel d'analyse sociétale du XXe siècle. Chirac disait sans trop y croire, la maison brûle. C'est fait. L'Australie après l'Amazonie et la Sibérie ont brûlé. Plus d'1 milliard d'animaux morts, une biodiversité sans doute en partie détruite pour toujours. Il faut donc revoir profondément notre logiciel d'analyse homme-nature, et ce livre truffé de références et de citations bienvenues nous y aide. Ceci me conduit à un second point d'accord profond avec l'auteur sur l'économie sociale et solidaire, qui a été et reste le combat de ma vie. L'ESS, elle aussi, doit revoir son logiciel et devenir social, solidaire et écologique. Son humanisme incontestable, son rapport à l'utilité sociale, ses statuts de société de personnes, ne la dédouanent pas de réinterroger son rapport essentiel à la nature. L'ESS porte depuis un siècle une espérance d'émancipation de l'homme par un autre rapport capital-travail. Elle doit se demander si cette émancipation s'appuie partiellement ou non sur un asservissement de la nature menaçant les générations à venir. De ce point de vue, le livre contient un véritable hymne à la coopération, qui me ravit et rappelle qu'il ne faut pas confondre coopérative et coopération. Le cœur du livre est là. Un plaidoyer pour que le mot de coopération ne vaille pas qu'entre les hommes, mais aussi entre les hommes et la nature. L'auteur propose 4 règles d'éthique de la coopération qui peuvent s'appliquer à notre rapport à la nature. La règle de bienveillance, la règle de susceptibilité, la règle d'indulgence, la règle de transparence. Lisez-les. Vous en ressortirez bonifié. Au fond, tel que je le lis, ce livre peut nous réarmer pour que face au pire probable, le meilleur reste possible de 3 points de vue. Il accroît notre capacité de discernement pour comprendre. Il infuse une nécessaire radicalité pour agir collectivement. Il accroît notre éthique de responsabilité. L'ampleur des menaces conduit vite au simplisme, aux fake news, aux raccourcis. Pour discerner, il faut donc continuer à défendre après Edgar Morin, et avec Michel Adam, la notion de complexité. Pour ne prendre qu'un seul exemple, nous ne trouverons pas des réponses à la contradiction entre fin du monde et fin de mois par des simplismes. Ce livre rappelle à juste titre l'ampleur des interdépendances complexes des hommes entre eux, au sein de la nature et des hommes avec la nature. De ce point de vue, la montée en puissance du concept d'écosystème dans l'univers économique et social est intéressante, à condition qu'elle ne laisse pas de côté les interdépendances homme-nature. Les débats sur la réforme des retraites interrogent sur notre actuelle capacité à articuler projections économiques, sociales mais aussi écologiques à horizon 2050. Le livre infuse ensuite une forme de radicalité pour changer de modèle homme-nature, en commençant par les territoires. Il nous invite à l'utopie par une citation qu'il met dans la bouche de Sénèque, mais que je crois plutôt de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. L'utopie n'est plus un luxe. Elle est une nécessité et un devoir. Je partage. Il nous faut sortir des vieux pots, où nous ne ferons plus la confiture de l'avenir. Être radical, c'est remettre l'économie à sa place. C'est faire sauter le plafond de verre qui empêche que la nouvelle société qui s'invente en bas, plus sobre, plus équitable, plus démocratique, inspire les politiques élaborées en haut. Être radical, c'est changer le thermomètre qui mesure la température, c'est-à-dire changer les indicateurs de développement pour que la nature y retrouve sa place. Enfin, le livre invite selon moi à une forte éthique de responsabilité. Ce nouveau rapport de coopération avec la nature passe par de nouveaux comportements individuels et collectifs. Il n'y aura pas de transition collective s'il n'y a pas de transformation personnelle dans notre rapport à Dame-Nature. Les façons de chacun de se nourrir, se loger, se chauffer, se déplacer, se divertir, sont en jeu. Cette transformation personnelle sera ardue car, pour citer à mon tour Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre.
Il faut lui faire descendre l'escalier marche à marche. Cette éthique de responsabilité est évidemment collective, puisqu'elle passe par de nouvelles coopérations pour faire système. Nous sommes allés bien trop loin dans l'individualisme roi. Choquants et inconscients sont les collapsologues débrouillards, qui construisent leurs petits repères de survie écologique pour résister seuls à l'effondrement. Ils oublient que la solution sera de rester libre comme l'individu, mais plus encore d'être fort comme le collectif. Que voit-on lors d'inondations ou incendies ? Un immense besoin de solidarité collective. La coopération est fille de la nécessité. Mon souhait est que cette modeste préface donne envie de lire ce livre ambitieux. N'est-ce pas un signe et un symbole que ce soit un Adam qui nous invite à en finir avec les fruits défendus par la sauvegarde de l'avenir ? Hugues Sibyl. Ancien délégué interministériel. Président de la Fondation du Crédit Coopératif. Président du labo de l'ESS. Prologue. Cet ouvrage constitue le dernier des 3 tomes consacrés au travail humain, annoncé en 2008 dans l'introduction générale du tome 1, pour une écologie du travail humain. Il élargit une seconde fois l'exploration initiale des rapports complexes et effervescents entre le travail et l'emploi, dont la partie vécue a été acquise dans une douzaine de métiers, mais aussi à travers une longue expérience des entreprises de l'insertion par l'activité économique, appelées SIAE de par la variété de leur approche, de 1985 à 2014. Un second tome avait été consacré à l'étude de ce processus aussi risqué que stimulant qu'est le travail de création d'une entreprise, questionné dans Réinventer l'entrepreneuriat. Pour soi, pour nous, pour eux, alternant des récits d'expériences vécues et de création dont les miennes et une modélisation de l'entreprise aux propriétés hologrammatiques si fécondes. Ce 3e volume devait initialement s'appeler « La coopération impérative ». Mais rien n'est immuable et ce 3e temps d'étude, lui aussi imprégné d'expériences vécues aussi intenses et plus récentes, et de l'inquiétante évolution du monde provoquée par les êtres humains, s'est finalement centré sur le thème « Coopérer dans, avec, par et pour la nature ». Pour rappeler avec force, tant beaucoup l'ont oublié et l'oublient constamment, qu'aucun travail ne se fait hors sol mais dans la matérialité du monde, que nous appellerons ici la nature, en résonance avec la physis de la Grèce antique. Soit une position épistémologique délicate, mais que nous assumons. Ne serait-ce qu'à la lecture du grand œuvre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture. Oser la majuscule pour Dame Nature. Pourquoi ce choix de la majuscule pour parler de la nature et non de la nature ? Est-ce une reconnaissance de son caractère sacré ? Oui, assurément s'il s'agit d'assumer des limites, des interdits. Sacré vient du latin sacer et sentio, interdire, mais aussi de reconnaître la part de mystère irréductible qu'elle comporte, comme elle le faisait déjà dans les sociétés premières, même si nous en savons plus sur les façons de la manipuler à notre profit. Mystère insondable de l'existence de toute chose, pourquoi pas ? Sur les traces de Spinoza, pourquoi pas ? Edgar Morin emploie les 2 sens du mot avec 2 majuscules dans le tome 1 de la méthode, la nature de la nature. Je suis aussi porté à mettre cette majuscule à Dame Nature en signe de politesse comme l'on écrit Monsieur ou Madame Untel, pour lui reconnaître un statut éminemment respectable, doté de droits nouveaux de plus en plus réclamés dans le monde. Ne serait-ce qu'au regard de ses immenses bienfaits, et c'est bien le moins. Soit une manifestation de profonde gratitude. C'est ce que vient de faire le pape François dans son encyclique Laudate Si en parlant de notre mère la nature, comme le font déjà les peuples sud-américains avec la Pachamama, cette déesse de la fertilité, transmutée en Vierge Marie. Enfin, je suis heureux de célébrer la nature comme événement, comme fête pour les sens, toujours changeante sur le calendrier de notre vie, où tout événement exceptionnel mérite une majuscule. Là encore, je célèbre cette source de joie partageable et pourtant trop souvent mal partagée. Certains me traiteront d'animiste pour cet emploi, mais visiblement je ne suis pas seul, comme le fait remarquer Roger Nifle pour l'économie sacralisée. Il faut cesser de penser les marchés dans une vision animiste dans laquelle on leur fait vouloir ceci et exiger cela. Serait-ce Mammon qui se manifeste là ? Le veau d'or faustien est toujours debout, mais pour combien de temps face à l'urgence climatique ? Greta Thunberg, une jeune adolescente suédoise vient de prendre le monde à témoin. Elle nous accuse devant le désastre qui vient.
Introduction, un RE accent aigu apprentissage vital. Le temps du monde fini commence. Paul Valéry. Si nous ne conservons pas la nature ne nous conservera pas. Yona Friedman. J'appartiens au mystère de la vie. Rien ne me sépare de rien. Pierre Rabhi. La dérive climatique, un bouleversement majeur. Le climat de notre planète se dérègle rapidement. En un siècle, il s'est réchauffé d'environ 0,8 degrés Celsius, la moyenne mondiale cachant de fortes disparités. Dans les régions polaires, c'est de 2 degrés Celsius à 4 degrés Celsius que se sont élevées les températures, provoquant des périodes de gel plus tardives et de dégel plus précoces, bousculant ainsi les écosystèmes. Dans la même période, en France, nous avons vécu un réchauffement d'environ 0,1 degré Celsius par décennie, soit 1 degré Celsius à l'échelle du siècle. En moyenne mondiale, ce rythme s'accélère, pour passer à des variations situées entre 0,2 à 0,5 degrés Celsius par décennie, du jamais vu dans l'histoire de la planète. Les projections du GIEC montrent que le réchauffement devrait être compris entre 1,5 degré Celsius et 6,2 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle, le processus ne s'arrêtant pas là. La température moyenne à la surface de la Terre est d'environ 15 degrés Celsius aujourd'hui. Elle était de 5 degrés Celsius inférieure lors de la dernière glaciation et nous nous apprêtons à faire vivre à notre planète un changement d'air climatique, l'Anthropocène, en un siècle ou deux, soit un stress d'une brutalité inouïe pour l'ensemble de ces écosystèmes. Les différents impacts potentiels associés à ce réchauffement sont aussi impressionnants que la hausse projetée des températures. Ils font l'objet de nombreuses études synthétisées par le GIEC. Le dérèglement climatique va condamner définitivement certains écosystèmes, mettre à mal des économies régionales ou nationales, voire faire disparaître certaines sociétés tant par l'augmentation du niveau de la mer que par la hausse des sécheresses ou la perturbation des régimes de pluie. Il conduira à des déplacements de populations aux conséquences humaines et géopolitiques dangereuses dans un monde à la démographie croissante. Plus de 9 milliards d'êtres humains en 2050. La cause de cette dérive climatique est la croissance continue et d'origine anthropique des émissions dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré. La nature ne négocie pas, rappelle Yves Cochet que son propre parti n'a pas beaucoup écouté. Le 10 avril 1912, le Titanic sombre, victime de l'orgueil humain. Le soi-disant invincible a été terrassé par un iceberg géant, mais surtout par l'irresponsable course de vitesse engagée par son capitaine pour battre un record. Le mot record signifie au départ enregistrement, trace, entrée dans la mémoire, un accès à l'immortalité. Ce capitaine a réussi mais la trace laissée ne fut pas la trace désirée. Fukushima, Tchernobyl, Three Miles Island, Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Erika, Prestige, la liste n'en finit pas des méfaits que l'homme fait endurer à la planète et à ses habitants dont ses congénères, même si celle-ci a une capacité de régénération plus forte que cela. Ces réactions s'appellent Katharina, Martin, Klaus et autres ouragans, cyclones, typhons, tornades dont la fréquence ne cesse de croître comme le souligne dès 2006 avec inquiétude le rapport Stern, du nom de ce grand financier anglais, vice-président senior de la Banque mondiale. La déforestation tropicale se poursuit à vive allure, tandis que les bonnes pratiques ont du mal à s'implanter dans les pays du Nord. Des déchets s'accumulent partout y compris au milieu des océans en pleine acidification, mais surtout dans le Sud et les pays pauvres qui paient notre dette de pays riches. L'homme est devenu un agent géologique majeur. Le fruit d'un rebond inattendu. Une déception relationnelle au sein de ma coopérative d'ingénieurs, et le départ de cette petite ville où nous avions tant entrepris, ma compagne et moi, pour la réveiller, m'ont fait ouvrir les yeux sur des éléments qui m'environnaient sans que je les voie. Après le retour au pays, et ses limites, le retour à la nature. J'ai découvert ce que j'avais ignoré jusque-là, les plantes de mon jardin, tout particulièrement les orchidées sauvages et les arbres. J'en ai détruit des ophris et des orchis avec ma tondeuse à gazon durant plus de 20 ans. Je me suis alors mis à apprendre à les connaître, et à respecter leur cycle de vie. J'ai commencé à coopérer avec Dame Nature ou du moins repérer, protéger, soigner, admirer, m'émerveiller, chercher, identifier, nommer, etc. Un véritable réapprentissage à 46 ans. Avec des effets mnésiques très positifs.
Plus tard, j'ai découvert la stimulante phrase de Jean Monnet écrite à 88 ans, « J'ai toujours eu l'âge d'apprendre ». Le coopérateur inlassable que j'étais, et que je reste, découvrait la force d'attraction et le bien-être de la coopération avec la nature. Une fois de plus, je vérifiais la justesse de la phrase d'Edgar Morin, « Nous sommes transformés par ce que nous transformons ». Ce réapprentissage n'était rien de moins que changer de cap et de comportement, comme cela arrive après un traumatisme. Plus facile à écrire qu'à faire. C'est le défi de l'apprentissage au cas par cas que met en avant Isabelle Stengers. Mais c'est d'abord un désapprentissage, nous dit Varela, et non pas une ambition forcenée de s'approprier à nouveau quelque chose. Une attitude réceptive pour cultiver son attention à l'autre et son altérité radicale, celle de la nature, tout particulièrement celle du règne végétal que souligne avec force Francis Allais. Mon rapport personnel à la nature. En puisant dans mes souvenirs d'enfance, je revois combien ce lien avec la nature s'était noué depuis longtemps. L'odeur d'un sous-bois mouillé me rappellera toujours les promenades avec ma mère dans la forêt qui surplombait la gare de Lannion quand j'avais 4 ans. Plus tard, la découverte captivante de la nature chez les scouts m'a appris à ne plus avoir peur la nuit en savourant la fascinante beauté du monde naturel nocturne et ses bruits multiples, mais aussi à savoir m'orienter de multiples façons, étoiles, soleil, mousse, cartes. Ces rapports intimes ont grandi dans la vague du tsunami culturel de mai 68, et de ce mouvement venu de Californie, trop vite résumé en peace and love, si imprégné de la découverte, pour ma génération, des sagesses indiennes. Ma participation à la longue lutte des paysans du Larzac contre le projet d'extension du camp militaire fut l'occasion plusieurs fois d'admirer ce cause grandiose. Ce fut le temps d'un engagement fort aux côtés de ceux qui coopèrent avec la nature dans un pays, et qui se sont renommés comme tels, à savoir des paysans et non des exploitants agricoles. La coopération en France est d'ailleurs née aussi dans la nature avec les écailleuses de l'Aunis à la fin du XIXe siècle, et les solidarités d'entraide pour les travaux des champs. Le slogan le plus éclairant de cette épuisante lutte pacifique de 10 ans pour garder la terre du Larzac proclamait « Le blé fait vivre, les armes font mourir ». Une vue d'ensemble nécessaire. Coopérer avec la nature, cela paraît banal tant les deux mots sont familiers. Qui ne coopère pas d'une façon ou d'une autre avec elle, à minima ? Cela devient innovant si on observe que l'association de deux termes familiers ne relève pas du même registre apparemment simple, mais révèle la puissance sémantique d'une relation et de ses effets, soit les deux aspects que définit Edgar Morin pour le concept de reliance. Ce projet peut paraître immodeste tant le sujet immense a fait l'objet d'un flot d'innombrables ouvrages qui continuent de grandir, ce qui est encourageant. Il est seulement pédagogique. Il vise à réfléchir ensemble sur les relations homme-nature, soit un choix que l'on peut qualifier à la fois d'animiste, comme le sont les mythes et la poésie, et d'anthropocentré car ce n'est pas un traité d'écologie scientifique mais surtout de pédagogie. Il tente de faire agir, penser en complexité les rapports entre deux êtres radicalement différents sans être radicalement distincts. Formulation schizophrénique ? Saul Alinsky, subversif pédagogue des pratiques de changement, a écrit « L'organisateur d'une démarche collective innovante doit se faire schizophrène politiquement parlant tout en étant bien intégré. » Jaurès avait écrit auparavant sans donner la méthode « Le courage c'est de comprendre le réel et d'aller à l'idéal. » Il en est mort. Car coopérer avec la nature implique d'abord de coopérer dans la nature. Il n'y a pas de hors-sol, pas d'extérieur du monde. Anne-Marie Ducroux, présidente du Conseil national de développement durable, rappelait cette réalité avec force en janvier 2003 devant les cadres interloqués d'une grande mutuelle, centrée sur les relations humaines plus que sur l'épuisement alarmant des ressources naturelles. On est toujours dans la nature au sens cosmique, physique et géographique. Où que nous soyons et quoi que nous fassions, la matérialité du monde est là, présence plus ou moins discrète, plus ou moins pesante, plus ou moins fruit de notre travail et de notre ingéniosité, y compris dans leurs effets les plus imprévisibles voire les plus toxiques. D'autant que la nature est aussi en nous, et que sans les bactéries productrices de la fonction intestinale, les êtres vivants complexes que nous sommes ne sauraient survivre longtemps. Les externalités du management des entreprises ne sont qu'une mystification frauduleuse destinée à refiler la patate chaude à son voisin,
rejoignant le trop célèbre NIMBY qui voit se lever des privilégiés contre des projets utiles. Oui, mais pas près de chez moi, pas d'éoliennes, pas de centres éducatifs fermés, pas de camps de Rome, pas de déchetterie, pas de logements sociaux pour échapper à la société tout en tirant le maximum de services. C'est ensuite coopérer par la nature, grâce à elle et pour les humains qui profitent alors de ses nombreux bienfaits. Je pense notamment aux multiples initiatives où l'agriculture maraîchère, le bûcheronnage, le débroussaillage, le travail des espaces verts notamment deviennent des terrains de reconstruction psychologique et sociale, d'orientation, de requalification et de réinsertion de personnes en difficulté. Mais aussi à l'éducation à l'environnement, et tant d'autres apports que nous détaillerons au chapitre 3. C'est enfin coopérer avec d'autres humains, pour la nature et la préservation de sa luxuriante complexité. Soit la recherche du gagnant-gagnant. Plus facile à dire qu'à faire, mais ce fut pourtant le quotidien de tant de peuples qualifiés de primitifs, des chasseurs-cueilleurs aux premiers éleveurs et des sociétés sans histoire. L'entrée dans l'histoire s'est payée au prix fort. En cherchant la nature dans son histoire complexe devenue la nôtre, je suis tombé sur l'état et sa manière permanente et violente de maîtriser la nature et ceux, appelés primitifs, qui la respectaient. Sur Sumer, l'Égypte des pharaons, la Chine. Mais aussi sur les peuples qui ont cherché inlassablement à se protéger de l'État, en son sein même ou à l'extérieur de leur territoire de vie, Indiens des Amériques, peuples statophuges des hauts plateaux de l'Asie du Sud-Est, aborigènes, etc. Et l'œuvre de J.C. Scott nous est d'une aide précieuse. Mon objet sera donc en premier la nature au sens large et pas un objet connexe plus limité et déjà anthropocentré comme la santé, à l'intersection du social et de l'environnement dans la représentation latine, en 3 cercles, du développement durable. Coopérer avec la nature nous conduit en permanence à coopérer avec toutes les formes que prend la nature dans l'univers, des astres et des roches aux plantes, des champignons et des animaux, humains compris, aux cours d'eau, des bactéries à soi-même, personnes complexes, etc. Autant d'objets que les sciences ont séparés à l'excès et qu'elles commencent à regarder d'un œil neuf dès lors qu'elles coopèrent. Comme le font les formes si différenciées du vivant dans un écosystème. Cet objet sera aussi inévitablement la coopération, et les nouveaux noms sectoriels qu'on lui donne, collaboration, covoiturage, coworking, colocation, etc. Ce phénomène de plus en plus répandu mais encore peu étudié dont la nature nous offre des exemples nombreux et de différents types. Dans un souci de lucidité indispensable à l'action pertinente, il s'agira de penser ensemble coopération, compétition et conflit en précisant la signification attribuée à ces 3 termes et leurs jeux multiples. C'est pourquoi j'ai choisi d'employer le terme composé, qui offre l'avantage de son ambivalence. Composer, c'est autant créer une œuvre musicale, picturale ou romanesque, que négocier en tenant compte des éléments vivants ou inertes avec lesquels on se propose de coopérer, d'agir ensemble. Notre objet-sujet devient donc composé d'en par, avec et pour la nature et les interactions complexes entre ces 4 dimensions. Tout en sachant que nous aurons à jouer sans cesse sur 2 claviers et passer sans cesse de l'un à l'autre, c'est le principe de l'orgue. Un clavier plus léger où le mot dénaturation et son opposé, technique au départ, la renaturation, ont un sens très évocateur. Tandis que le second est plus grave car la nature s'y réalise aussi à travers nous, il n'y a pas d'extérieur du monde, et le mot dénaturation devient une impossibilité logique, une aporie. Soit une impérative pluralité de points de vue. La carte du voyage. Notre périple s'est agencé pour permettre plusieurs lectures. Nous conseillons aux lecteurs pessimistes de s'y retrouver en commençant dans la 2e puis dans la 4e partie, avant d'accepter de se faire surprendre ou du moins interpeller par la 1re et la 3e. À l'inverse, j'invite le lecteur ou la lectrice porté à voir les verres à moitié pleins plutôt qu'à moitié vides, à faire le trajet que nous avons nous-mêmes suivi. En premier lieu, connaître la personne avec laquelle on cherche à coopérer. Ce sera la 1re partie, hommage à la nature en partie retrouvée. Le chapitre 1 recense les multiples signes de renaturation qui fleurissent partout. Le second s'intéressera aux diverses formes d'interaction qui existent au sein de la nature, des différents mutualismes aux prédations en passant par les commensalismes et autres parasitismes. Une véritable leçon de choses comme on le disait avec modestie autrefois. Il sera temps alors, au chapitre 3, de recenser de notre point de vue,
ce que nous donne la nature et ce que nous avons à perdre dans les temps perturbés où nous sommes. Une seconde partie historique et protohistorique, consacrée à la nature abandonnée, tente de décrire sinon de comprendre comment nous en sommes arrivés là et passés de la symbiose à la prédation, de la bonne mère à la mauvaise mère dans le chapitre 4, puis au mépris et à l'asservissement dans le chapitre 5, jusqu'à l'oubli quasi permanent actuel au chapitre 6, ce qui nous conduira à repérer les 1001 façons dont la nature est mal pensée, au chapitre 7. La troisième partie se veut alors appel au réapprentissage, à essayer modestement de mieux penser la nature au chapitre 8. Le rappel des processus de la coopération au chapitre 9 nous entraînera ensuite à questionner leur application à la coopération dans Par et pour la nature au chapitre 10, puis à l'illustrer par des coopérations exemplaires à nos yeux dans le chapitre 11. La dernière partie prend du recul face aux vents contraires et puissants qui sont à l'œuvre, à travers des scénarios plausibles au chapitre 12, en questionnant les processus d'un développement éco-responsable et l'évolution vers une transition écologique au chapitre 13. En soulevant la question du patrimoine à l'ère de l'Anthropocène au chapitre 14 et celle d'un cap différent et de la boussole pertinente pour ne pas disparaître au chapitre 15, soit la question d'une résilience appelée renaturation du monde et géocitoyenneté. Un mot nouveau certes mais que l'on comprend déjà mieux si on sait qu'il est le contraire d'un mot plus familier, la dénaturation. Nous pensons d'ailleurs que le plan en 4 parties de ce livre sera valable longtemps, il suffira d'en réactualiser le contenu. À qui s'adresse ce livre ? Il revendique un travail de colibri, qui fait sa part, dans la tourmente actuelle si peu visible dès qu'on ferme les yeux ou qu'on se limite à l'horizon de son jardin. J'ai pensé, en écrivant ces lignes depuis 2012, à mes nombreux amis de l'économie sociale et solidaire, en région de métropole et d'outre-mer, à Paris, dont une part importante, surtout chez les grands dirigeants, s'intéresse peu ou pas à la nature, pensant que cela les détourne de la finalité sociale de leur combat économique. Tandis que la base continue d'inventer et de renouveler les pratiques. À mes amis de gauche qui souvent taisent leur sensibilité pour l'environnement et le patrimoine naturel en ayant peur de se faire mal voir dans leurs organisations, ou alors qui se montrent à contrario et sans pudeur très nostalgiques du béton conquérant des années 60. Bâtir, bâtir, bâtir avant tout. À mes amis de droite, des femmes notamment, dont le cœur bat souvent pour l'écologie sous des formes diverses, le goût des plantes, l'amour des arbres et des paysages, le souci de la santé dans l'alimentation ou l'hygiène de vie, etc. Mais aussi aux hommes plus centrés sur le management de leurs petites ou grosses entreprises sans relever la tête, pour voir les changements immenses à l'œuvre. À mes amis du centre, de plus en plus conscients des excès de langage et d'hypocrisie récurrente des autres camps et de leurs leaders, et qui évoluent vers une prise en compte plus sérieuse des enjeux écologiques colossaux qui nous attendent. Le rôle d'un Jean-Louis Borloo dans le Grenelle de l'environnement, la radicalisation écologique de Corinne Lepage en témoigne parmi d'autres. À mes amis de l'extrême gauche, encore imprégnés d'un marxisme réducteur oubliant le rôle fort que Marx donnait à la nature en relation étroite avec le travail qu'il a si bien magnifié. Le travail n'est que le père de la richesse, c'est la nature qui en est la mère. À quelques anciens amis de l'extrême droite, que je connais bien notamment par ma famille paternelle, dont la sensibilité pour la nature est à la fois forte et ambiguë, tant s'y mêle une recherche obsessionnelle de pureté qui n'existe nulle part et une peur cachée de l'autre alors que la nature est avant tout mélange, métissage et interdépendance. À mes nombreux amis écologistes enfin, trop oublieux de la cause complexe qui les a fait naître, sans cesse, en France du moins, repartis vers des objectifs de subversion sociale que l'extrême gauche avance déjà et que le changement radical de paradigme qu'impose de nouveaux rapports à la nature, a encore trop peu imprégné d'une pensée plus complexe. Ce livre est fait pour les écolos des villes de tous bords, si nombreux dans leur goût et leur sensibilité comme pour les écolos des champs, la plupart du temps des paysans au sens initial du terme, auxquels il faut rendre hommage et la parole, car ils ont largement entre leurs mains notre avenir. Soit un livre pour tous les amoureux de la vie. Le fruit de coopérations innombrables. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont nourri de leurs apports, questions, suggestions. Sophie, mon épouse, sans laquelle ce livre n'existerait pas. Mais aussi tout particulièrement Hélène Trocmé-Fabre pour m'avoir aidé à formuler les questions personnelles qui m'animent,
Marie-Josée Avenier et son tonique Grand Atelier de Poitiers au Futuroscope en 1998, qui m'a fait entrer dans le réseau MCX et permis de coopérer à mon tour avec elle et Jean-Louis Lemoigne, mais aussi Marie-Christine Duréo-Toméré pour M'. Avoir invité à participer aux travaux du laboratoire Culture et Développement Durable, Jacqueline de Montou et Jean-François Hérouard pour leur réticence initiale autour de ce concept. Pour ces livres et nos 2 rencontres en Charente, je dois beaucoup à Francis Allais, passionnant passeur de sa passion pour les arbres et leur altérité radicale. À Alain Caillé également, pour nos riches débats sur le convivialisme dont il est un ardent et talentueux promoteur et notamment sa question sociale centrale, comment s'opposer sans se massacrer. À Yves Citon pour son écologie de l'attention si nourricière. Je suis redevable aussi à toutes celles et ceux avec qui j'ai eu le plaisir de réaliser tant d'actions collectives, durables ou non, et qui par leurs différences souvent fortes, m'ont appris à m'ouvrir, à m'adapter, à tenter de mieux communiquer et de jongler avec des évolutions pas toujours accordées. Je pense à mes compagnons du Petit Gavroche, de la librairie Le Texte Libre, du café-restaurant Le Pas de Côté et de la coopérative de l'Âge d'Or, du guide Les Chemins de Charente, du festival La Semaine de l'Image, des Scopes Épiscopes et Le Frêne qui ont si bien coopéré entre Saint-Jean d'Angely et Paris, à Alain Georgel, président cytonique du CREAI Poitou-Charentes, à Alain Ribedger, dynamique délégué général des Iris, à Michel Ortolan, devenu un président du Césaire de Nouvelle-Aquitaine apprécié de tous, à Claude Alfandéry, militant infatigable, régénérateur de l'économie sociale par le LABOESS à partir de sa périphérie innovante et sensible à l'écologie, à mes amis d'ANLP si créatifs dont Patricia Guéchemin, ma correctrice aux questions affûtées, et à tant d'autres si nombreux que je ne peux être assuré de ne pas en oublier. Enfin, des remerciements tout particuliers vont à Edgar Morin sans les écrits duquel mon regard sur le monde n'aurait pas été si profondément bouleversé, mais aussi à 3 auteurs qui m'ont à la fois enthousiasmé et incité à persévérer dans mon travail. Vinciane Després pour son audacieux questionnement des animaux, Baptiste Morisot le philosophe pisteur de loups pour sa réflexion magnifique sur la diplomatie et Temple Grandin qu'il m'a fait retrouver, Joël avait apprécié pour la pensée en images que nous pratiquons tous les deux, je la retrouve dans ce sillon aux côtés des animaux, nos semblables si différents. Dans l'espoir de pouvoir enfin vivre tous en bonne intelligence au sein de la nature, comme le propose Nicolas Hulot, déjà ancien ministre. Michel Adam le 30 novembre 2019, Champéroux. Première partie, la nature retrouvée. Le pain nourrit le corps sans doute, mais les fleurs nourrissent l'âme. Le Coran. Vois mes œuvres, vois leur beauté, leur perfection et tout ce que j'ai créé. Je l'ai créé pour toi. Prends garde de ne gâter ni de détruire mon monde, car il n'y aura personne pour le réparer après toi. Commentaire rabbinique tiré du Talmud. Je suis en faveur des droits des animaux aussi bien que des droits de l'homme, c'est la manière d'être entièrement humain. Abraham Lincoln. Poussés par les dégâts qui s'accélèrent en nombre et en importance, les humains réagissent. Ils apportent à nouveau à la nature de la considération. L'étymologie de ce mot n'est pas innocente, si l'on se souvient que considérer signifie observer avec attention, et renvoie à la même racine que le mot sidéral, car ce à quoi les êtres humains ont d'abord porté attention, ce fut l'espace sidéral, constellé d'étoiles. Nous la dénaturons ? Et si on la renaturait ? Rappelons le sens des mots. Dénaturer le monde, c'est littéralement lui enlever sa part naturelle, par exemple rendre la terre sans eau, sans arbres, sans végétation, sans collines verdoyantes, minérales, bétonnées, etc. Dénaturer une chose, lui enlever sa nature de chose. Par exemple, les magnifiques guichets 1900 de la Grande Poste de Poitiers refaits en acier vert. C'était le projet. A contrario, renaturer une chose, restaurer sa nature de chose. Les guichets 1900 de la Grande Poste de Poitiers furent superbement restaurés à l'ancienne. Les Poitevins l'ont échappé belle. Renaturer le monde. Restaurer sa part naturelle à l'exemple de la vieille antenne qui coule en bas de chez moi. Elle a subi une étonnante opération de renaturation, le terme technique, pour assurer une meilleure continuité écologique, celle des sédiments, des végétaux et des animaux qui s'y logent, une vraie cure de jouvence. Les anciens de la commune appelaient le bras maintenant régénéré, la vieille mer. Allez savoir pourquoi ?
La Pachamama n'est pas si loin. Alors renaturons, nous aussi. C'est ce que font déjà et depuis plusieurs décennies tant de citoyens et de citoyennes dont beaucoup de femmes dans ces parties du monde moins riches que la nôtre. Elles sont devenues célèbres. Wangari Maathai au Kenya en Afrique, prix Nobel de la paix en 2004. Rigoberta Menchú au Nicaragua en Amérique, prix Nobel de la paix en 1992. Vandana Shiva en Inde, en Asie, etc. L'action de ces femmes remarquables ne sépare jamais le combat en faveur des humains et celui des autres êtres vivants. Wangari Maathai a autant œuvré pour les droits des femmes africaines que pour la replantation des arbres. Mais renaturer, c'est aussi mieux connaître et reconnaître la nature et tenir compte des dangers nombreux qu'elle comporte, se renaturer en quelque sorte. Pour construire ou reconstruire plus durablement nos aptitudes à bien vivre en son sein. Pour coopérer avec un partenaire, il faut le connaître. Mais réciproquement, pour bien le connaître, il faut le reconnaître a priori comme digne d'être connu. Il est donc impératif de s'intéresser aux machinations si variées que la nature met en œuvre en son sein pour faire cohabiter l'immense variété des espèces, dont nous faisons partie, une partie qui se prend trop souvent pour le tout. Mutualisme, commensalisme, parasitisme, prédation, autant de processus qu'il est bon de comprendre pour améliorer nos rapports avec Dame Nature. Enfin, faire un bilan. Au fond, que nous donne-t-elle cette nature ? Cela mérite inventaire. Et précisément, ceci se multiplie depuis quelque temps. Chacun étant inspiré et construit par son métier de sociologue, d'historien, de naturaliste et plus récemment d'économiste, poussé par l'histoire, par les convictions du ou des recenseurs, soit une épistémologie, implicite la plupart du temps, qui nourrit les inventaires en cours, des plus empiristes aux plus utilitaristes, sans oublier les poétiques, sans doute les plus anciens. 1. La renaturation en marche. Au plus profond des bois, la patrie a son cœur. Un peuple sans forêt est un peuple qui meurt. André Teuriet. L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Victor Hugo. L'intérêt du concept de renaturation est de permettre une lecture nouvelle des signaux faibles de l'évolution de nos sociétés toujours plus urbanisées. Avec un regard attentif, on découvre que la nature y revient la plupart du temps en douceur sous de multiples formes. Des tendances, minoritaires à leur début, sont observables qui attestent partout du retour du végétal, de l'animal et des conjugaisons créatives qui les associent. Le même phénomène se fait jour dans le langage et ses déclinaisons publicitaires et promotionnelles, mais pareillement dans le travail humain, pratique d'insertion par l'action dans la nature, éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, promotion d'une consommation responsable et saine, etc., mais aussi dans les arts, les sports. Comme il s'était déjà puissamment fait jour dans le tourisme depuis près de 2 siècles, un tourisme dont les formes et les qualifications se multiplient en partageant un dénominateur commun, le fait de changer d'air. Quoi de plus naturel que l'air ? Ces processus sont fragiles et ambivalents car souvent soumis à la pression mercantile et productiviste. Nous reconnaîtrons dans la dernière partie de ce livre que les tendances inverses existent aussi, très puissantes. Mais nous continuons de penser que l'avenir n'est écrit nulle part. Le retour du végétal. La renaturation est d'abord un processus technique d'ordre biologique qui consiste à régénérer le ou les bras anciens d'une rivière, souvent appelée vieille rivière, pour en recréer la continuité écologique. Ils avaient été désertés pour favoriser les biefs des moulins à eau et leur productivité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.